Merci d'être toujours avec nous. À l'occasion de ce FIC 2017, vous le savez, ZeroNet TV, la chaîne officielle de ce grand rendez-vous dédié à la sécurité, la cybercriminalité. Delphine Sabatier, directrice de rédaction de ZeroNet.com, est toujours avec moi. On va maintenant rentrer dans du concret, même si on risque d'être un petit peu technique, mais on a briefé nos invités. Delphine, on devrait s'en sortir. Oui. On va parler en fait d'un cas entre une relation client et un fournisseur. Et on va parler d'espace et de réseau et de sécurité avec nos invités. Nous avons avec nous Christophe Joly, qui est directeur commercial de Cisco France. Bonjour. Julien Hérault, responsable programme de sécurité au CNES. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Charles Griviot, vous êtes responsable de sécurité chez Cisco France. Delphine, on va parler d'espace. La tête dans les étoiles un petit peu. Un petit peu. Julien Hérault, faites-nous rêver. Non, la question aujourd'hui qu'on a envie de vous poser, c'est au CNES, donc c'est Centre National d'Études Spatiales. Quelles sont les données que vous manipulez au quotidien et quel est l'enjeu de sécurité qui vous préoccupe? Alors, le CNES est une agence spatiale. On a 5 domaines d'activité qui sont répartis entre les lanceurs, donc les fusées, qui sont quand même des véhicules spatiaux impressionnants, mais qui assurent l'accès à l'espace autonome pour la France et pour l'Europe. On a la science, notamment avec Thomas Pesquet qui est dans l'ISS actuellement, ou la sonde Rosetta que vous avez pu voir, l'observation de la Terre pour le climat, l'environnement, les télécommunications et la défense. Donc vous voyez par ce panel d'activités, on a toute une typologie de systèmes d'information variables qui peuvent être très ouverts avec différentes agences, la NASA, l'ESA, la JAXA. On travaille avec plein d'acteurs. Avec le monde entier. Avec le monde entier, exactement. L'accès à l'espace est très cher, on ne peut pas le faire tout seul. Bien sûr. Et on a une contrainte forte de disponibilité et d'intégrité de nos systèmes opérationnels. Un système opérationnel va nous servir à contrôler soit le lanceur, soit le véhicule qui est dans l'espace. Un satellite, un véhicule autonome, une sonde, etc. Donc forcément, on prend des mesures compte tenu des enjeux financiers. Il faut rappeler que la France, c'est quand même le deuxième budget mondial de l'espace par an et par habitant. Donc pour préserver ces investissements et garantir le succès des missions qui sont souvent scientifiques mais aussi défense, donc on préserve la souveraineté de la nation, on prend énormément de mesures en termes d'intégrité et de disponibilité. C'est critique pour nous. Donc évidemment, on fait la sécurité au juste besoin, mais on se prémunit de tout type de menaces. Par exemple, quand on contrôle un satellite, on utilise des stations un peu partout dans le monde et tous nos réseaux longue distance ou même locaux chez nous sont hautement sensibles. Donc on s'assure par exemple que quand on envoie un ordre à un satellite, il arrive tel qu'on l'a envoyé et tel qu'on s'attend à ce que le satellite le reçoit. Sinon c'est très facile de mettre un satellite en panne. Et c'est forcément quelque chose qu'on veut éviter, même si c'est prévu. Et pour ça, vous utilisez des technologies que tout le monde utilise ou vous avez vraiment des technologies propriétaires propres pour vos besoins? Alors le satellite est essentiellement fait de technologies propriétaires, ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter au supermarché. Par contre, nos systèmes d'information sol... Quelle déception, moi qui voulais m'en acheter. Hein. Les drones peut-être un jour deviendront capables d'aller très très loin. C'est clair. Ceci dit, pour nos systèmes sol, les communications, on développe beaucoup en interne, mais on se base sur des infrastructures fournies, qu'on achète, c'est des composants sur étagère qu'on intègre. Donc on travaille énormément avec des industriels, des fabricants comme Cisco, qui nous fournissent les fondations de nos systèmes spatiaux. Donc vous êtes un gros consommateur de technologie au CNES. Oui, oui, oui. La typologie de nos systèmes d'information elle est très variée. On a énormément de moyens de communication, on a des antennes, on a des routeurs, on a des switches, on a des clusters de calcul, on fait du calcul intensif pour les scientifiques, on a des imprimantes 3D, on a des tas de matériels qui sont reliés au système d'information et évidemment tout ça c'est ouvert et donc il faut le protéger. Alors évidemment vous manipulez des données sensibles, hein, on est d'accord. Quels sont les risques qui vous font le plus peur? C'est l'espionnage industriel, ça va être le piratage de certaines fonctions Je dirais que ça va dépendre de la typologie de la mission. Si on fait de la défense, évidemment, on a un cadre de protection qui est établi. Si on fait de la science, le but c'est de faire de la science. Et la sécurité est très compliquée. Donc là, on va s'assurer que chaque euro dépensé va dans la science, mais que cet euro dépensé est bien dépensé. Du coup, on va garantir les investissements. On a par exemple peur de se faire détourner un satellite ou de se faire... détourner un satellite, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre que vous pourrait prendre la main sur ce satellite? Ça fait partie des typologies de menaces. On C'est envisage du débris spatial, qui est un gros problème actuellement. Donc
toutes les menaces qui pourraient viser les véhicules spatiaux, aux menaces qui concernent les liens de télécommunication. Donc on a les brouillages, on a les écoutes, donc la divulgation d'informations, ou même l'injection de trafic, donc envoyer des ordres différents de ce qu'on attend du satellite, à la perturbation, donc que ce soit d'un organisme étatique, cybercriminel. Vraiment, on a tout type de menaces. On a Et vous voyez la quantité d'attaques que subit le CNES? Est-ce que vous avez une vision déjà? Parce que j'imagine qu'il y a énormément de pirates qui s'intéressent au CNES. Et donc, il doit y avoir beaucoup d'attaques que vous arrivez à stopper si on n'a pas de gros accidents à ce jour. Alors, il n'y a qu'un seul incident qui a été rendu public, donc on peut en parler, puisqu'il a été révélé par CrowdStrike dans son rapport Peter Panda. Mais sinon, oui, on se protège contre tout ce genre de menaces. Vous avez une avec idée du volume d'attaques quotidien Oui, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais oui, il y a des attaques. C'est important. Oui. Alors justement, il faut se prémunir, il faut que vous arriviez à vous prémunir de tout ça. Et vous avez fait appel à Cisco. Dans quel cas précis, justement? Alors, Cisco fait partie de nos fournisseurs pour des tas de composants. Alors, pour des raisons de sécurité de protection, on ne dit pas quel type de composants. Mais en tant que leader, forcément, Cisco, puisque je vous disais qu'on fait de la sécurité au juste besoin, donc on fait l'analyse de risque pour chaque mission et on établit les mesures de sécurité. Parmi ces mesures de sécurité, on s'attache à avoir des fournisseurs qui maîtrisent leur processus de fabrication, nous à avoir des chaînes d'approvisionnement de matériel qui sont fiables, de manière à ce qu'on puisse avoir confiance en le fabricant. C'est très important pour nous. On essaye aussi, dans nos mesures de sécurité, d'avoir des composants qui nous permettent d'en gérer la configuration, d'en gérer le cycle de vie, de gérer les vulnérabilités, tout ce genre. Donc, dans nos critères de sélection, forcément, Cisco est un de nos partenaires. Alors, Jean-Charles Grivio, c'est vraiment du sur-mesure là que vous demande le CNES, typiquement? Alors, ce que l'on voit aujourd'hui, qui est exposé par le CNES, c'est quelque chose qui est général dans l'industrie. Aujourd'hui, l'augmentation de la menace cyber fait que la géométrie des relations entre les clients, les régulateurs et les industriels comme Cisco est en train de changer. Et où on a en fait des attentes beaucoup plus importantes sur donner des gages, sur comment est structuré en fait le processus industriel du constructeur, quelle technologie on va mettre en place, quelles preuves on va pouvoir apporter aux industriels pour montrer que la sécurité est quelque chose qu'on prend bien en considération de bout en bout. Ça, c'est une tendance générale de l'industrie. Et alors, comment vous faites pour les rassurer? Alors, pour les rassurer, je dirais qu'il y a plusieurs aspects. On va dire, les piliers sont... La technologie est un des premiers piliers. Le deuxième pilier qui est indispensable, c'est avoir des processus bien définis et de faire respecter ces processus. Et je vous expliquerai un petit peu ce que l'on fait au sein de Cisco. La qualification des produits, c'est toujours passé par des tiers. Alors, il existe un certain nombre de qualifications dans l'industrie qui sont reconnues. Exactement, qui soient reconnues mondialement ou des qualifications par pays. Et aujourd'hui, on a une organisation qui gère ça. Et on va dire le quatrième pilier qui est la transparence. Alors, la transparence, c'est plusieurs choses. C'est être capable d'amener un client chez nous pour lui montrer ce que l'on fait, pour qu'il puisse vérifier par lui-même. Mais c'est également, lorsqu'on a des vulnérabilités, avoir une politique de communication ouverte. Aujourd'hui, chez Cisco, on a une politique de communication des vulnérabilités qui est très très bien définie, où on annonce publiquement nos vulnérabilités avec les descriptions la description de l'événement, puis la manière en fait dont on va se protéger, donc soit à travers de la correction logicielle, soit à travers de la mise en place en fait de moyens de contournement. Donc ça fait partie de nos... Oui, c'est rare les entreprises qui ont envie de communiquer sur les vulnérabilités ou les attaques dont elles sont les victimes. Parce que ça montre une certaine faiblesse, mais c'est plutôt vertueux, effectivement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui devraient prendre cet exemple. Alors, on ne parle pas de victimes ici. On parle vraiment c'est une équipe de réponse à incidents sur nos produits qui peut être sollicitée par l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, si un client avait une suspicion sur le comportement d'un équipement Cisco, il pourrait contacter en fait notre équipe de réponse à incidents qui ferait une analyse et soit gérerait le problème en tant qu'incident, soit gérerait le problème en tant que c'est un bug, on va dire, et on rentre dans un process de réparation du logiciel. Et on dit que les menaces augmentent énormément, mais quelle est la principale inquiétude de votre côté? Quelle est la principale
nouvelle menace qui vous préoccupe là, pour l'année ou les cauchemar de années à Cisco. venir? Ouais. Le cauchemar de Cisco, on en a plusieurs peut-être, mais non, je pense que la principale chose, c'est de maîtriser notre outil industriel. Aujourd'hui, Cisco, on a un certain nombre de lignes de produits très, très différentes, et c'est d'avoir on va dire, d'implémenter de manière cohérente en interne des processus de sécurité, de développement sécurisé, qui passent par, on va dire, des méthodologies communes au business unit, des outils. Donc c'est vraiment de gérer toute cette partie-là en interne. Gérer notre supply chain. Cisco, on est une entreprise qui ne possédons pas d'usine en nom propre. Donc on travaille avec un certain nombre de partenaires et on gère en fait, même si on ne possède pas ces usines, on pilote la sécurité de nos industriels pour savoir où sont les composants, avoir de la traçabilité en fait sur ce que l'on fait. Ce sont des choses. Et même si on ne possède pas en fait ces usines, un certain nombre de fonctions très précises sont réalisées par nous. Quand on parle de sécurité, de technologie, de sécurité, on utilise pour faire de la sécurité des composants spécialisés sur nos cartes mères des produits, avec des certificats qui vont permettre d'authentifier les produits. C'est comme si on cadenassait en fait quelque chose, quoi, pour que vous ayez la certitude que tout ça est véritablement intègre. Exactement. Chez Vuitton, on aura une marque bien particulière. Oui. Chez Cisco, on aura un des composants technologiques avec un certificat qui va prouver l'authenticité. Et ce certificat, il est implémenté par Cisco sur la chaîne de production. Donc c'est la traçabilité, pour vraiment Exact. être au courant à chaque fois de qui fait quoi. On veut être sûr que l'équipement, de la même manière que lorsque le CNES va envoyer un satellite, il veut s'assurer que le satellite qui arrive est celui qui l'a envoyé. Nous, quand on envoie un équipement Cisco au CNES, on veut s'assurer que cet équipement Cisco vient bien de Cisco, qu'il n'a pas été contrefait, aussi bien d'un point de vue hardware, matériel que logiciel. Et Ça peut exister des matériels contrefaits qui ressemblent véritablement à ce que vous faites, mais qui n'est pas du Cisco. Je pense que la créativité des délinquants, puisqu'il y a de la délinquance, il y a de la criminalité, elle n'a pas de limite. Et c'est certainement des choses que l'on voit en fait dans notre industrie. Il n'y a pas que Vuitton ou des grandes marques en fait de luxe qui vont avoir du matériel contrefait. Ça peut être Incroyable. aussi pour détourner un système de manière malveillante. Vous savez, on peut encore une fois, la créativité des criminels, elle n'a pas de limite. Aujourd'hui, les criminels vont essayer de déterminer quels sont, sur une surface possible d'attaque, quel est le maillon le plus faible pour s'insérer et soit pour détruire, soit pour voler. Et les équipements d'infrastructure font partie de cette chaîne pour laquelle on doit en fournir des éléments de preuve en fait, d'authenticité et d'intégrité. Alors Julien Hérault m'a raconté une histoire, son propre cauchemar qui est devenu réalité. C'est une histoire qui date de 2014, je crois. Oui, toutes les mesures qui viennent d'être évoquées vont dans le bon sens pour nous. C'est vrai que quand on a vu ce qui s'est passé en 2014 avec les révélations d'interception de matériel Cisco par la NSA pour y implanter des backdoors matériels, justement, parce que la certification de composants était défaillante. Pour raconter l'histoire précisément, en fait, il y avait des interceptions. Oui, il y avait qui des étaient faites par la interceptions de NSA. matériel à la sortie des entrepôts. ouvraient les colis. Et ils ouvraient les colis destinés à certains clients internationaux sensibles. Ils y implantaient des composants électroniques et ils réexpédiaient en nom de Cisco les dits matériels aux clients. Donc il y a eu des tas de mesures, notamment envoyer les équipements Cisco. Cisco avait donné la possibilité d'envoyer les équipements à des boîtes blanches, des couvertures, de manière à ce que les utilisateurs finaux n'apparaissent plus dans les fichiers ou dans les bons de livraison. Donc il y a eu ce genre de mesures, mais il y a maintenant tous les efforts qui sont faits par Cisco qui comptent. Il y a eu récemment, notamment en 2016, les révélations Shadow Broker cet été, au mois d'août, où on a vu qu'il y avait des tas d'exploits gouvernementaux sur des vieux matériels Cisco qui étaient les Cisco Pix, donc qui permettaient en fait d'atteindre à la confidentialité des échanges. Et ça, c'est aussi un des cauchemars. C'est-à-dire qu'ils pouvaient extraire des données du trafic. Voilà, on pouvait extraire des mots de passe qui permettaient après d'accéder au tunnel chiffré. Et donc, comment ils avaient réussi à rentrer dans le flux de données ? Tout simplement, ils récupéraient le secret qui était partagé entre les deux parties qui échangeaient.
par des biais. Alors c'était un problème d'implémentation logicielle, hein, d'où les importances des cycles de développement sécurisés chez les constructeurs. Et ça permet aussi d'injecter parfois du code malveillant dans les routeurs et d'en détourner les fonctions. Les utiliser soit pour espionner l'utilisateur du routeur, soit pour attaquer d'autres cibles. Et donc nous on recherche toutes les mesures et contre-mesures qui nous protègent de ça. Jean-Charles Gris, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. En fait, justement, ce qui a été expliqué là, c'était un certain nombre de malveillances qui ont été réalisées sur des équipements anciens. Et vous parliez des cauchemars de Cisco. Une des difficultés aujourd'hui, c'est que de la même manière que quand vous avez un vaccin contre une maladie, le vaccin il est efficace uniquement quand il est appliqué. Et aujourd'hui, un des éléments importants, c'est qu'on a technologiquement, on sait se protéger contre les menaces qui ont été exposées. Et il faut simplement attendre les cycles de l'industrie pour le remplacement de ces équipements. Parce que autant on va être capable d'adresser les problèmes sur des nouvelles générations d'équipements et tout ce qu'on a mis en place. Aujourd'hui, vous achetez un équipement de Cisco de dernière génération, que ce soit un routeur, un switch, un serveur, on a tous les mécanismes pour se protéger contre ce type de menaces existent. Mais les bases installées, Cisco, on est dans cette industrie depuis très longtemps, depuis 20 ans. On a des routeurs très anciens qui tournent toujours. Et c'est un des challenges, c'est le remplacement de cette base installée qui doit être suivi dans le temps pour déployer ces nouveaux services en fait, de protection. Et Christophe Joly, aujourd'hui, c'est plus compliqué de répondre aux angoisses des clients de Cisco? Non, c'est pas plus compliqué de répondre aux angoisses. Ils sont plus exigeants, j'ai l'impression. Ils sont plus exigeants. L'année 2016 a été un bon exemple pour faire prendre conscience de la sécurité à tout le monde. La sécurité, qui est un sujet qui a toujours été très technique, devient de plus en plus un sujet de société. On le voit, les élections présidentielles aux États-Unis ont ramené la sécurité informatique devant. Les sujets de réglementation aussi sont des sujets qui obligent les entreprises à se poser des questions. Alors le CNES se les pose depuis très longtemps et est très en avance sur le sujet, mais d'autres entreprises ont attendu d'être poussées un peu par l'administration, par les règles, pour se poser les bonnes questions. Avec notamment la réglementation européenne qui arrive l'année prochaine. Tout à fait, et qui oblige tout le monde à se poser les bonnes questions pour protéger les données. Oui, bien sûr. Finalement. Tout le monde aujourd'hui doit prendre en compte ça, et le particulier au final, les petites entreprises, même celles qui ne sont pas sous le feu de la réglementation, doivent se poser les bonnes questions parce que beaucoup ont été victimes en 2016 d'attaques de type ransomware qui ont obligé les entreprises à se poser la question, pour certaines à payer pour pouvoir continuer à travailler. Donc le sujet qui était éminemment technique, où les gens vous disaient mais non, moi je ne risque rien, et ça je l'ai entendu des centaines de fois, c'est passé aujourd'hui. Et les gens disent oui, il y a un risque cyber, il faut le prendre en compte, au même titre que le risque d'incendie. Je ne serais pas étonné qu'on voit apparaître très rapidement un certain nombre d'assurances. Alors on a reçu justement une assurance sur ce plateau il y a quelques minutes avant vous. Qui garantit en fait comment dirais-je, les problèmes que peut rencontrer un laboratoire d'analyse médicale en fait. Voilà. Qui va couvrir les dommages dans certains cas. À retrouver sur 01net TV d'ailleurs, cet entretien qu'on a enregistré il y a quelques minutes. Eh bien merci messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et notre journée ici au FIC, notre deuxième journée au FIC 2017 se poursuit dans un instant sur 01net TV. Et on va parler de réseau électrique, Delphine. Le réseau électrique qui se numérise et donc forcément problématique de sécurité. On en parle avec notre invité dans quelques instants. Même le réseau électrique se numérise. Et oui, bien sûr. Et ce sera avec Enedis. A tout de suite.